Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ pour un nouvel Ancré Pixel dans lequel on va parler de Nave que je viens de recevoir. Donc Nave, c'est un jeu qui est créé par Questing Beast, Ben Milton de la chaîne Questing Beast. C'est un jeu qui s'inscrit dans la mouvance old school. La chaîne YouTube de Questing Beast ne couvre quasiment que ça, présente énormément de jeux de rôle différents, etc. Et je trouve qu'il est assez inspirant. Donc Nave, seconde édition, je l'ai pris notamment pour soutenir, mais aussi parce que c'est un bel outil. Même si je compte pas y jouer tout de suite, et d'ailleurs dans cette vidéo, je pense pas qu'on va faire une review approfondie du système, tout ça. C'est pas le but de justement Ancré Pixel, c'est plutôt de vous parler de livres et de leur donner un peu vie. On va regarder ce qu'il y a dedans, malgré tout, et on va voir que c'est un bel outil au-delà d'être un jeu. Moi, je m'en suis servi pour préparer des trucs et tout, et il y a des mécaniques inspirantes. Même si on n'a pas nécessairement envie de jouer l'ensemble, vous voyez par exemple. Je trouve que dans les livres old school, on peut aller piquer des idées à droite à gauche qui sont plutôt cool, donc on va regarder ça. Alors par souci de simplicité technique, je vais plutôt vous montrer le PDF, donc je crois que c'est le PDF final. Entre le moment où le Kickstarter a démarré et la livraison, il y a eu plusieurs fois des changements, mais je pense que c'est le dernier, j'ai pas vérifié. En tout cas, dans l'essence, ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc ici, on a la couverture. On a à l'intérieur des doubles pages, si vous l'avez en physique, des récaps de règles. Si je scrolle jusqu'en bas, vous voyez que vous avez le récapitulatif plus ou moins des règles dont vous pourriez avoir besoin, ou plutôt auxquelles vous pourriez avoir besoin d'accéder rapidement. Comme j'ai dit, on va pas faire le tour de tout. Je vais plutôt vous présenter la structure et les trucs dont j'ai pu me servir, en majorité des tables aléatoires et des mécaniques que je trouve sympathiques aussi. Et puis ensuite, si ça vous intéresse, je pense que le PDF devrait être retrouvable assez rapidement puisque le Kickstarter est passé. J'imagine que ça va être disponible. Donc Nave, c'est un jeu que l'auteur présente comme old school, de fantasy, d'aventure, qui s'inscrit un petit peu dans les tendances OSR, comme je disais, donc inspiré des jeux comme Blackmoor, Dungeons and Dragons, etc. Et c'est un jeu qui cherche à vous catapulter rapidement dans l'aventure. Donc c'est pour ça que j'avais mis sur la miniature comme catchphrase votre personnage et ce qu'il fait, parce que c'est un jeu qui est vraiment très très minimal à la création de personnages, et la plupart des trucs que vous allez gagner, tout ça, ne sont pas dépendants d'une classe ou d'une sorte de progression de personnage prédéterminée par rapport à, on va dire, des choix de build ou de trucs comme ça. Là, on est vraiment sur un jeu où c'est l'équipement, les trucs qu'on va trouver qui vont faire les capacités nouvelles de notre personnage, même s'il va avoir une petite progression. Et le but, c'est clairement de jouer de l'aventure, du X-Crawl, du Dungeon Crawl, des trucs comme ça. Et entre guillemets, les grandes intrigues, tout ça, en général, dans ce genre de jeu, à moins que vous ayez préparé différemment, parce que une fois que le bouquin est entre vos mains, vous en faites ce que vous voulez. Mais la philosophie derrière, en général, c'est que l'intrigue va émerger de toutes ces aventures, des conséquences de ce que vous allez faire, plutôt qu'on vous mette directement en fait dans un rôle particulier à jouer, avec des relations avec 50 000 PNJ et que sais-je, et des intrigues à tire-larigot. Un truc qui est sympa, qu'on retrouve dans de plus en plus de livres maintenant, c'est une double page sur les devoirs du maître du jeu, les devoirs du joueur dans Nave. Donc pour le maître du jeu, il faut, le premier truc, créer des endroits à explorer, faire un peu de préparation. Le bouquin vous fournit pas mal de matos pour faire ça. Le but, c'est de mettre des monstres, des alliés, des ennemis, des secrets, des pièges, des problèmes à résoudre, sans solution évidente, pour créer plus ou moins des situations qui vont finir par exploser en fait. Éviter les environnements linéaires, tout ça. Donc c'est typiquement un petit peu la même idée qu'on peut avoir derrière Shadow Dark, et c'est ce dont on a beaucoup parlé cette dernière année sur la chaîne. Il faut donner de la personnalité, des objectifs un petit peu au casting de personnages, des loyautés les uns envers les autres, tout ça. Et ensuite, on laisse les joueurs voir ce qu'ils vont faire. On prépare pas une succession d'événements, on voit avec quoi ils interagissent et on développe à partir de ça. Poser des questions aux joueurs pour les faire avancer, pour que la partie avance en permanence. La plupart des actions que les personnages vont faire devraient simplement réussir ou échouer. Éviter de faire jeter des dés pour tout. Ça favorisera entre guillemets le player skill. Donc c'est pas un jeu, on va dire, qui demande aux joueurs de beaucoup interagir avec une mécanique en fait. Il faut essayer d'être impartial, d'être constant dans la manière dont on arbitre, d'immerger les joueurs, de révéler le monde petit à petit, en donnant beaucoup d'informations aux joueurs pour que justement ils puissent interagir, faire des choix, tout ça. Télégrapher le danger. Il faut récompenser les plans malins. Il faut bien traquer le temps pour voir si on traite pas cette menace, est-ce qu'elle progresse, tout ça. Les règles sont à votre service, elles ne sont pas votre maître. Donc moi j'aime bien cette idée-là, j'applique ça en fait avec quasiment tous les jeux. Alors peut-être pas sur la partie, on va dire, limiter l'usage de la mécanique, etc.,
Enfin, bien sûr, en fait, il y a toujours des nuances sur un peu tout, mais je trouve que globalement, ces conseils sont plutôt cool. Et sont à propos, en tout cas, pour ce qui est proposé. C'est une philosophie que j'aime bien, on va dire, même si c'est pas la seule manière de jouer que j'aime pratiquer. Et je trouve que c'est assez concis, c'est assez cool. D'ailleurs, la présentation, encore une fois, moi, je trouve que c'est une présentation qui est plutôt cool. Je préfère encore celle de Shadow Dark, que je trouve encore plus aérée. Mais bon, c'est pas la même taille de bouquin non plus. Hein. Shadow Dark, il prend de la place. Les devoirs des joueurs, du coup, dans ce genre de jeu, assistez le maître du jeu, dessinez des cartes, prenez des notes, soyez prêts quand c'est à votre tour de jouer. Prévenez votre maître du jeu des plans que vous comptez faire pour qu'il puisse se préparer en fonction. Créez un personnage. Ne cherchez pas à lui faire une backstory élaborée. Le jeu est à propos de ce qui va se passer en jeu, pas de ce qui s'est passé avant dans une fiction qu'on aurait inventée. Donc ça recoupe un petit peu avec ce que je vous disais plus tôt. Jouez votre personnage, décrivez ses actions, etc. Prenez des initiatives, fixez-vous vos propres objectifs. Attendez pas que ce soit le MJ qui vous les donne nécessairement. En fait, c'est un peu un miroir. Ces 2 pages sont un miroir l'une de l'autre, quoi. Donc bien sûr, avec ce genre de philosophie, etc., il y a toujours une sorte de part d'interprétation. Ça fait partie du truc. Le jeu n'est pas ultra cadrant par rapport à d'autres jeux. Moi, j'aime bien cet esprit-là. Posez des questions aussi, parce que si vous voulez avoir des informations sur le monde, le MJ, si vous voulez éviter qu'il vous balance du lore non-stop, posez-lui des questions, lui il improvisera des réponses. On est tous au courant que le MJ il a pas tout inventé. Et donc c'est via cette interaction que le monde aussi va se construire, hein, typiquement. Appliquer l'infinité tactique, donc ça c'est assez intéressant. Traitez l'univers comme s'il était réel et essayez de tourner tous les aspects de cet univers à votre avantage. Quand on essaie de simuler un monde vivant, aucun détail n'est simplement de la saveur. Donc ça peut être une différence un petit peu avec des jeux plus narratifs, qui en fait, les bonus, les malus, la mécanique en fait va plus prendre en compte est-ce qu'on est dans un instant dramatique ou pas, que vraiment la matérialité de l'univers, j'ai envie de dire. Donc c'est important de le préciser parce que quand on joue beaucoup à un style de jeu, que ce soit un style assez mainstream, que ce soit un style très théâtral ou un style très ludique, etc., en vrai, il y a vraiment des réflexes différents à avoir en fonction des jeux qu'on approche. Et typiquement, si on a beaucoup joué à des jeux où finalement les règles sont très 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 cadrantes, un peu oublier ce côté tactical infinity comme il le dit, et je trouve que les mots sont assez bien choisis. Scheme, donc évitez les plans qui vous font jeter des dés, utilisez vraiment tout ce qui est à votre disposition, la psychologie, la magie, l'équipement, les alliés, pour essayer d'éviter en fait de justement devoir faire appel à la mécanique. Si vous êtes malin, vous n'aurez pas besoin de jeter les dés, parce que jeter les dés dans ce genre de jeu, évidemment, c'est un truc qu'on essaie d'éviter parce que c'est là que le danger intervient en général. Battez-vous en mode guérilla, en mode street. Fight dirty. Les combats sont pas faits pour être équilibrés, donc faites tout pour justement passer cet équilibre à votre avantage. Préparez-vous à mourir, les personnages peuvent mourir, etc. Vous aurez d'autres personnages. Parfois, ça peut être douloureux si on s'était attaché à un personnage, mais ça va faire des belles histoires. Ok. Donc ensuite, on a les 6 caractéristiques classico del Madrido, notées de 0 à 10, et en fait, c'est tout de suite notre modificateur. Ça veut dire que notre caractéristique, c'est un bonus, en fait, directement, donc plus 1, plus 2, plus 3. Comment on crée un personnage ? Il y a 2 manières de faire. Soit on distribue 3 points entre nos caractéristiques. Les caractéristiques, c'est très granulaire au départ. Nos personnages sont assez flat, en fait, statistiquement, puisque si vous mettez tous vos points dans la même carac, au final, vous aurez, entre guillemets, seulement 15% de chance de plus de réussir un jet avec cette caractéristique qu'un autre personnage. Mais dans ce genre de jeu, encore une fois, en fait, la plupart du temps, on va essayer de pas jeter les dés. C'est un peu comme si toutes ces caractéristiques, c'était des sauvegardes d'une certaine manière. Et il y a aussi une manière aléatoire de le faire. En fait, vous jetez des dés et tout. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je suis déjà en train de m'attarder sur chaque truc, alors que c'était pas le but de la vidéo. Ensuite, on a 0 XP. On a des points de vie qui dépendent... On a un nombre de slots d'équipement qui dépendent de notre constitution. Sachant que la constitution, du coup, devient hyper importante parce que c'est un jeu un petit peu à la Mouse Ritter, où en fait, quand on va vous taper, vous allez perdre de la place dans votre inventaire, en fait. Donc c'est assez particulier. Et ensuite, vous avez D6 points de vie. Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de classe. Hein. En fait, on va juste tirer une carrière qui va nous donner notre équipement de départ, puis éventuellement dans l'arbitrage du MJ en fonction de notre carrière, peut-être il dira ah ça tu sais le faire parce que c'est ta carrière, ah ça c'est quand même un petit peu moins sûr que ton personnage sache le faire, donc peut-être qu'on jettera les dés pour cette fois-ci, ce genre de choses. Donc c'est une sorte de mécanique assez soft. On a un nombre de points d'armure qui dépend de pièces d'armure, et notre classe d'armure est égale à 11 plus nos points d'armure. Donc en fait, chaque slot qu'on va remplir avec des pièces d'armure va augmenter notre armure, en fait. Donc il y a vraiment un truc autour de la gestion de l'inventaire. Ça me fait penser aussi un peu à Index Card RPG. J'aime bien, moi, ce côté... notre personnage, il a pas 50 000 compétences et tout, il a quelques caracs. Et c'est vraiment l'équipement qui fait la diff.
J'ai jamais vraiment... En fait, ce concept m'a toujours séduit, mais je l'ai jamais vraiment poussé jusqu'au bout. Justement parce que c'est pas dans ma culture de jeu. Donc au bout d'un moment, je trouve ça bizarre et je finis par me dire non, je vais pas jouer comme ça. Je trouve ça étrange. Mais il faudra que je le fasse un jour. Donc voilà. Donc là, on a un des 100 carrières. Et à chaque fois avec le petit équipement et tout. Donc il va y avoir beaucoup de pages comme ça. Avec des tables aléatoires, parce que c'est ça qui est censé nous aider à générer l'univers, préparer les lieux à explorer, tout ça, tout ça. Donc en termes de jet de dés, on a une cible à atteindre, on doit faire égal ou plus en jetant un D20 en ajoutant notre bonus. Cette cible, c'est 11 plus la difficulté qu'on note de 0 à 10. Un peu comme les caractéristiques des PJ qu'on va noter de 0 à 10. On nous dit de mettre 5 par défaut, ce qui nous donne quand même pas des grandes chances de réussite, mais encore une fois, le but n'est pas de jeter les dés souvent. Et quand on essaye d'attaquer, là, il faut dépasser la classe d'armure. On a des petites options, des petits conseils, tout ça. Niveau XP, c'est tout simplement une conversion. Alors, il n'y a pas de différenciation entre le cuivre, l'argent et l'or, mais on nous dit en gros qu'une pièce qu'on récupère quelque part, et ben on peut l'échanger contre un point d'XP, tout simplement. Ce qui fait que du coup, la manière dont on monte en niveau, c'est en accumulant quand même pas mal de pièces, comme vous pouvez le voir. Et on voit que nos points de vie vont progresser au fur et à mesure des niveaux. Et que aussi, à chaque niveau, on pourra ajouter un point dans 3 caractéristiques différentes de notre personnage. Donc, on peut pas rusher le plus 10 dans quelque chose, ce qui va faire que nos personnages, finalement, vont être assez horizontaux. Et ce qui fait que quand on est niveau 10, si je fais un calcul rapide, j'aurai 33 points répartis sur 6 caractéristiques. Donc, en moyenne, j'aurai plus 5 dans mes caractéristiques, peut-être. Là, on commence à être vraiment balèze et on peut se permettre des approches un peu plus frontales potentiellement. Sinon, ça reste un jeu de survie, quoi, un petit peu comme Shadow Dark, tout ça. Donc, on a un nombre de places limitées de trucs qu'on peut transporter. Et en fait, quand on va prendre des coups, on va d'abord faire baisser nos points de vie, nos HP. Et quand nos HP arrivent à 0, chaque point de dégâts supplémentaires qu'on va subir vont être considérés comme une blessure. Et les blessures vont prendre des places dans notre inventaire, en fait. Quand il y a un slot de notre inventaire où il y a une blessure, bien sûr, on peut plus prendre d'objets. Donc en fait, ça, je trouve que c'est assez cool, c'est qu'en fait, on récupère nos points de vie facilement, les HP, les trucs qui nous permettent, entre guillemets, de prendre des dégâts avant qu'on commence à prendre des blessures, on les récupère en dormant. Donc ça, j'aime bien, parce que du coup, ça représente bien ce que beaucoup de gens essayent de faire passer comme idée. Enfin, ce côté, les points de vie, en fait, c'est pas des blessures tout de suite. C'est pour ça que dès qu'on dort, on les récupère tous. Donc là, ça fait sens. Et ensuite, voilà, on prend des coups et on est obligé de laisser des objets par terre. Et en fait, on perd quand tous nos slots d'équipement sont remplis par des points de vie. Donc en fait, ça pour le coup, c'est assez gamey quand même. C'est pas vraiment de la simulation de ouf parce que vous êtes en combat, vous arrivez à 0 point de vie, vous reprenez un coup et là, je dois laisser les pommes de terre par terre, mes outils de crochetage par terre, 3 bougies par terre. C'est un peu bizarre, mais en termes ludiques, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc en fait, si on passe au-dessus de ce truc-là, qu'on se dit, ok, ça c'est une règle, ça c'est le jeu. Je trouve que c'est intéressant, moi. Je trouve que c'est assez cool parce que ça demande de prioriser quels objets on prend, tout ça, qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et puis, bien sûr, ça vient challenger ce côté, il faut ramener les pièces d'or pour gagner de l'XP. Ensuite, il y a quoi d'autre comme règle? Donc on a le voyage, donc il y a toute une procédure de voyage. Et en fait, je pense que si vous ne jouez pas avec les règles de Knave en tant que telles, c'est ces trucs-là qui vont le plus vous intéresser avec les tables aléatoires. Donc je vais pas détailler complètement, mais typiquement, je trouve que c'est intéressant parce que pour le voyage, en fait, vous allez jeter un D6 pour savoir s'il se passe un truc assez fréquemment. Ça peut être une rencontre, mais ça peut aussi être juste de la fatigue qui va se traduire en dégâts qui vont peut-être nous forcer à laisser des objets derrière nous, du coup. Ça peut être des objets qui sont périssables, comme des rations, des trucs organiques qu'on transporte qui vont se décomposer, tout ça. Ça peut être juste le temps qui change. Ça peut être aussi des signes, donc en fait une sorte de foreshadowing d'une rencontre, plutôt qu'une rencontre directement. Ou alors il peut ne rien se passer. Et en fait, on va jeter régulièrement dès qu'on voyage là-dessus. Ensuite, on a tout un truc pour la météo, avec un des 100 mots-clés de météo. Et derrière, voilà, on a une table aléatoire de mots, d'oracles en fait, pour créer des signes, genre des carapaces, une carcasse, des gens qui se disputent, des traces de pas, de la laine. C'est des mots-clés en fait pour improviser ce qui arrive. On a pareil pour des lieux, on a pareil pour des bâtiments, on a pareil pour plein de choses en fait. Et donc, en amont de la partie, vous jetez ces trucs, vous vous dites « Ah ok, il y aura une chapelle ici », vous essayez de connecter tous ces mots en fait. Et ça devient une sorte de jeu un peu, de préparer, de connecter tous ces trucs. Donc ça, c'est assez cool, parce que ça fait que... En fait, ce que je trouve intéressant, même si vous jouez pas au jeu, c'est que comme le bouquin est vraiment petit, il transporte avec lui quand même pas mal d'oracles en fait. Et donc,
ça le rend assez pratique pour préparer tout ça. Enfin, je veux dire, vous avez un carnet de notes, vous avez un crayon, où que vous soyez, je sais pas, vous partez en vacances, n'importe quoi, vous prenez ça avec vous, bah, si vous voulez, vous pouvez préparer des trucs, vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que si les procédures, on va dire, pour le voyage, etc. Alors là, je vous montre pas du tout le bon truc du coup, parce que là, pour le coup, c'est vraiment plus les règles du jeu, les dégâts, les sorts, tout ça. Mais si vous prenez ici le bouquin, les procédures sur les rencontres et sur l'exploration, je pense elles sont très faciles à exporter vers d'autres jeux. Et ben, vous pouvez garder ça un peu comme une sorte d'écran de MJ quelque part si vous avez envie d'utiliser ça. Ok. Donc ensuite, pour l'exploration, on a pareil. Ça, je trouve que c'est assez cool. C'est un côté, en gros, le Dungeon Hazard Die. Vous jetez régulièrement ce dé, un peu comme pour l'exploration en extérieur, et ça va créer des trucs, genre vos torches s'éteignent. Il y a un Delve Shift, et à ce moment-là, en fait, vous tirez aléatoirement sur la table de Shift, et c'est un truc qui se passe dans le donjon, genre. Il y a une odeur de sang. Les plantes se mettent à frémir. Il y a un truc qui s'est activé. Il y a un feu qui se déclare. Vous entendez des voix. Un peu des trucs qui vont donner vie au donjon. Ça, je trouve que c'est vraiment une idée intéressante, notamment si vous êtes... vous avez une idée globale des thèmes du donjon. Vous l'avez pas forcément complètement dessiné, ou alors c'est plus une mind map qu'autre chose, mais tout n'est pas encore très figé. Si on est sur quelque chose d'un petit peu plus émergent, je me dis qu'il laisse plus de place comme ça à l'improvisation en fait. Comme vous n'êtes pas encore très figé sur ce qui se trouve dans le donjon, dans ces cas-là, les Delve Shift, ça peut être plein de moyens de vous aider à improviser pendant l'exploration du donjon. Si vous avez un donjon assez précis en tête, ça peut venir vraiment fort challenger le truc et potentiellement casser un peu ce que vous aviez prévu. Mais du coup, en fonction du style que vous aimez faire de donjon, très préparé, un peu plus improvisé, ou du temps que vous avez, genre d'habitude vous aimez les trucs très préparés, mais là vous n'avez pas vraiment le temps, vous préférez improviser, vous pourriez vous servir de ça par exemple. Et puis tout simplement, c'est un truc qui vient mettre de la folie un petit peu dans le donjon. Si vous avez envie de vous laisser plus surprendre en tant que MJ, que c'est un de vos kiffs, bah ça c'est pas mal aussi. Donc ensuite on a les trucs de vitesse de marche et tout, ça c'est très old school, moi ça me parle pas énormément, genre de marcher 2400 pieds par tour, tout ça, bon, moi ça ça m'intéresse pas trop, mais voilà, pour ceux qui ont envie, parce que le jeu sait à qui il s'adresse, c'est-à-dire que il s'adresse aussi à un public qui peut rechercher vraiment les vraiment old school où on mesure tout en feet, tout ça, on a ça quelque part dans le bouquin. Et donc après, bah voilà, là vous avez des tables pour créer des donjons, pièges, machin truc. Vous combinez ces mots et ça vous donne des idées. Donc honnêtement, si là en ce moment j'étais pas repassé sur quelque chose d'un petit peu plus narratif, un petit peu moins une préparation très matérielle de tout ce qui se trouve, j'ai envie de partir plus sur de l'impro, etc. Je me serais sûrement servi de ce genre de truc pour préparer la Shadow March, vous voyez. D'ailleurs, c'est pas parce que là je suis passé en mode plus narratif que ça va pas me servir hein, à trouver des idées ou à improviser. Peut-être même que j'essaierai de jouer quelques modules avec le système et dans ce cas-là, je vous ferai une deuxième vidéo, genre des donjons courts qui se jouent en une soirée. Au lieu de les faire en Shadow Dark, j'essaierai avec ça. Bref, rencontres. Donc là, on est sur les rencontres en extérieur. Donc on a le classique réaction des PNJ. Ici, on a 100 activités. Donc à ce niveau-là, il est beaucoup plus fourni que Shadow Dark. Shadow Dark, il est un peu plus velu mécaniquement que Nave. La manière dont c'est présenté est beaucoup plus aéré. Il y a aussi beaucoup plus d'illustrations, il y a beaucoup plus de pages, tout ça. Et il ne se concentre pas exactement sur les mêmes choses. En termes d'oracle, on en a, je dirais, beaucoup plus dans Nave, en fait, en mode générateur d'idées. Shadow Dark, par exemple, on a plus des rencontres aléatoires en 2 lignes, vous voyez, mais où il y a déjà le contexte, tout ça. On a des objets magiques aussi plus développés avec un petit bout de lore, etc. dans Shadow Dark. Ici, en fait, c'est beaucoup plus, on va dire, je sais pas comment dire, c'est pas plus boîte à outils, les deux sont une boîte à outils, mais ici, c'est plus des prompts, en fait. Des prompts, genre 100 activités. Je trouve que c'est plutôt cool, c'est un bon complément de Shadow Dark. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je crois que dans le bouquin pour jouer à Shadow Dark en solo que Kelsey Dion est en train de préparer, elle voulait récupérer un petit peu des trucs dans ce genre de design-là pour venir compléter, et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est peut-être un petit peu un des trucs qui peut manquer au livre de base Shadow Dark, pour le coup. Bon, après, ce sera pas dans le livre de base, hein, vu que ce sera une sorte de petite extension solo. Et j'imagine que ce sera une sorte de pamphlet, un truc assez léger qu'on peut transporter facilement. Ici, on a les règles de combat, je vais pas passer dessus. On va juste, parce que c'est très classique. En dehors peut-être de ici, les manœuvres. Donc si on veut faire autre chose que taper, tout simplement, genre pousser, aveugler, casser un équipement, tout ça, on fait un check.
tout simplement. Et ça ne peut pas faire de dégâts directs. Ça peut être que des dégâts indirects, genre par exemple pousser quelqu'un du haut de quelque chose. Donc ça c'est très clair en termes de règles. Ça évite, si tout le monde est raccord avec ça, ça évite le côté est-ce que je peux l'attaquer mais en plus frapper dans son point faible, etc. pour faire plus de dégâts. Ce n'est pas géré par les manœuvres. Par contre, on a la power attack. Bon, on a la sneak attack déjà, qui permet de faire des dégâts directs. En fait, si on prend quelqu'un par surprise, on ne jette pas de dés contre sa CA. En fait, on fait d'abord un jet pour voir si on peut s'approcher de lui, et on jette tout de suite notre dé de dégâts, et les attaques sur des créatures qui sont vraiment sans défense les tuent directement. Ensuite, on a la power attack, qui pourrait peut-être représenter un petit peu ce côté frapper un point faible et tout, et qui va faire en fait que une fois qu'on a touché avec une attaque, mais avant de jeter les dégâts, le joueur peut décider de faire une power attack qui va doubler le nombre de dés de dégâts qu'il va lancer, mais qui va casser son arme. Je trouve que c'est une idée plutôt cool. En fait, ça ressemble pas mal à l'idée qu'on avait avec les boucliers qui peuvent être brisés pour annuler totalement une attaque. Je trouve ça sympa, perso, surtout sur un jeu qui justement joue un peu sur le côté on ramasse des objets, parce que ça invite à pas forcément s'attacher trop aux objets. En fait, on en retrouvera, et c'est ça qui est fun, en fait, c'est de voir quelle stratégie on va faire en fonction de l'équipement qu'on trouve. Et donc, si à un moment donné, on a envie de vraiment défoncer quelqu'un, on sacrifie notre arme, et ça devrait faire le taf. Une autre idée qui est intéressante ici, c'est de dire que si on a un avantage de la hauteur, de machin, etc., on peut avoir des malus et des bonus. Et donc, il ne prend pas, ici, c'est intéressant, j'avais pas remarqué ça. Tiens. Il ne prend pas l'idée de jeter 2d20 pour l'avantage et le désavantage. Il donne un peu plus de granularité à ça. Enfin, quoique, il nous dit plus 5, moins 5, il nous dit pas entre plus 5 et moins 5. Mais j'imagine que c'est l'idée, quoi. Donc, pour donner un petit peu au MJ la possibilité de donner des plus 1, plus 2, plus 3. Bon. On n'aime pas. Présenter comme ça, je pense qu'on peut aussi faire avec avantage, désavantage, si c'est quelque chose que vous préférez. Bon, après, on a les hazards, tout ça. Alors, la magie, ça marche avec des spellbooks. Un livre de sorts ne contient qu'un seul sort. Donc, on joue encore sur la place dans l'inventaire. C'est vraiment au cœur du jeu. Et ils ne peuvent pas être créés ou copiés et doivent être trouvés en explorant des donjons. Donc ça, c'est un peu... c'est pas toujours évident à justifier, en fait. Hein. Dans l'univers, dans la fiction, c'est un peu comme cette histoire d'item. Faut vraiment le voir comme... soit une contrainte de gameplay, et on se dit, on se pose pas la question. Voilà, c'est un hors-sujet sur le jeu. Soit il faut un univers qui explique ça. Donc ça va dépendre de vous. Et lancer un sort, ça demande une action, et on fait un test sur intelligence. Et j'aime beaucoup, ici, une des idées, c'est de mettre un Chaos Spellbook. Ça fait penser à Maze, un autre jeu du même auteur, dans lequel, en fait, chaque jour, on tire aléatoirement des mots qui vont former les sortilèges du jour. Là, il a gardé cette idée en disant, si vous voulez, vous pouvez dire que les PJ ont des Chaos Spellbooks, et en fait, le sort qu'il y a à l'intérieur change chaque jour, et moi, ça, je trouve que c'est très rigolo. Donc ici, voilà, un décent spell. Enfin, on a 100 sorts, donc ça tient sur vraiment pas grand-chose, c'est souvent des sorts utilitaires, il n'y a pas vraiment de trucs d'attaque, tout ça. Et c'est justement pour essayer de trouver des manières créatives de s'en servir pour résoudre les différentes situations. Ensuite, on a un générateur de sorts. Et vous voyez ici, on retrouve... ça, c'était exactement ça dans Maze. J'avais oublié qu'il y avait ça. Le bouquin, je l'ai déjà lu, le bouquin Knave, comme je vous disais, parce qu'il est sorti assez vite après le Kickstarter, même si c'était pas complètement complet. J'en étais pas mal servi pour les tables aléatoires. Mais ça, j'avais oublié pour le coup qu'il y avait une table comme ça. Donc ça, c'est cool. C'est vous jetez un dé, et puis ça vous dit que le sort, c'est une combinaison de éléments formes. Et en fait, derrière, vous avez une table aléatoire. Alors là, c'est des noms de magiciens, mais ici, voilà, vous avez effet, élément, forme. Et vous faites vos combinaisons. Ici, on a des effets secondaires, potentiellement de sorts, désastres, delusions, mutations, des écoles de magie. Donc, vous avez plein de listes comme ça pour le world building, c'est très très cool. En fait, il y en a beaucoup sur peu de place, c'est ça qui est intéressant. Je dirais pas que c'est forcément le meilleur truc, le plus inspirant, mais c'est très fonctionnel en fait. Ensuite, on a la magie des reliques, donc là, c'est la magie qui va utiliser côté un petit peu divin, donc je vais passer rapidement dessus. Je sais plus trop comment ça marche, mais sachez en tout cas que voilà, on a domaine, symbole, donc ça vous permet aussi de créer des cultes potentiellement en combinant ces trucs-là. Vous avez l'alchimie, ça je trouve que c'est assez cool qu'il y ait un truc pensé pour l'alchimie. On a des règles pour le brewing, et du coup ça va permettre d'utiliser des morceaux de monstres, des trucs qu'on trouve, et il y a le harvesting, le harvesting. Donc on a aussi une petite règle pour combien de temps ça va prendre de récupérer des trucs pendant le voyage, puisque encore une fois le tracking du temps est assez important si vous suivez ce genre de procédure de jeu. Et je trouve que c'est sympa qu'on ait de l'alchimie, parce qu'il y a souvent des joueurs qui ont envie de faire ça, et c'est pas toujours supporté. Et en soi, même s'il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de mécaniques, vous voyez finalement la règle tient en 3 paragraphes. Au final, vous n'êtes même pas obligé de vous en servir. Par contre, vous avez quand même
sans effet de potion, sans texture, sans goût, sans couleur et sans ingrédients. Et ça, en fait, c'est de ça qu'on a besoin souvent. Enfin, moi, je trouve que c'est assez difficile d'être hyper inspiré pour tous les ingrédients des potions et tout. Là, vous avez de quoi faire. Ensuite, on a l'équipement avec des prix indicatifs. Il n'y a pas des prix pour tout. Et ensuite, on a une règle pour le combat de masse. Je me souviens que c'était un truc assez rapide qui se jouait genre en 2-3 jets de dés. Je vais pas vous faire le détail, mais sachez qu'il y a ça. En fait, le jeu se veut assez exhaustif, tout en étant concis. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a pas mal de situations qui sont prises en compte. Ici, on a pour construire des bâtiments. Et là, voilà, là, vous commencez à avoir encore plus votre truc de world building. Enfin, en fait, vous aviez la nature au début, qu'on a déjà vu. Vous avez les donjons, qu'on a déjà vu. Et maintenant, nous voilà en ville avec des thèmes de ville, des événements de ville, des détails des rues, des bâtiments, des noms d'auberges, de la bouffe, tout ça. Donc ça, c'est très cool. Vous avez aussi des factions. Ça, je me souvenais pas non plus depuis la dernière fois que je l'ai utilisé. C'est vrai qu'il y a ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. En plus, c'est assez varié, vous voyez. Les ramoneurs de cheminée, le club de philosophie. Donc voilà, forcément, quand il y a 100 trucs, bah, vous finissez par passer un peu les poncifs, genre... On pourrait se dire, ouais, au bout de 30-40 trucs, voilà, j'ai vraiment tous les trucs évidents qui sont passés. Et là, on va commencer à avoir des trucs un petit peu différents. Donc ouais, c'est cool. Des traits de faction, des missions, des récompenses. C'est très bien. Ensuite, on a un truc de carousing, un petit peu comme dans Shadow Dark. Convertir en gros votre or en XP. Et il se passe des événements. Ici, vous avez un truc pour créer des mercenaires rapidement. Ici, vous avez un générateur de PNJ. Et ici, on a les monstres. Et bon, vous voyez, c'est vraiment, on va dire, versé que dans l'efficacité. Moi, par exemple, ça m'excite beaucoup moins que le bestiaire de Shadow Dark, vous voyez. Genre là, j'ai les monstres classiques, genre les bandits, les machins, les trucs. Dans Shadow Dark, vous allez me dire, c'est pareil, il n'y a pas 50 000 monstres originaux, il y en a plus grâce aux extensions, les curse scrolls, tout ça. Bon, là, j'ai une double page, les trucs, j'ai juste l'impression de lire une ligne de code. Mais encore une fois, c'est la place. Le bouquin, là, son objectif, c'est de mettre le plus de contenu possible dans le moins de pages possible. C'est pas les mêmes philosophie de design. Shadow Dark met beaucoup de choses dans un livre, lui il met aussi beaucoup de choses dans un livre, mais en plus il veut le faire en le moins de pages possible. Je me réfère beaucoup à Shadow Dark, vous vous en doutez bien, puisque je vous en ai parlé, donc je me dis qu'il y a des gens qui étaient intéressés par Shadow Dark, ça peut les aider peut-être à... Ici on a un générateur aléatoire de monstres, donc ça c'est cool aussi. Ici on a un exemple de gameplay, et ici on a les commentaires du designer, et ça je trouve que c'est intéressant. On a un peu la même chose sur les jeux de Chris McDowell, par exemple pour Into the Odd, Electric Bastion Land et celui qui arrive là, comment il s'appelle? Mythic Bastion Land, un truc sur les chevaliers un peu arthuriens. Peut-être que j'y jouerai après avoir joué à Inevitable pour comparer les deux qui essayent de faire des trucs un peu semblables. Bon, ils ont pas du tout la même philosophie de jeu, je pense, mais... en tout cas, j'aime bien ce truc de commentaire du designer. Ça vous aide justement à comprendre un petit peu les choix qui ont été faits. Par exemple, je vais en prendre un au pif. Blessures et emplacements d'équipement. Les emplacements d'équipement permettent de traquer l'encombrement rapidement et de manière facile, ce qui est important dans un jeu qui se concentre sur l'exploration et le management des ressources. En séparant les points de vie des blessures qui prennent de la place dans l'équipement, on crée une vraie distinction. Bah voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On crée une vraie distinction entre la perte de l'endurance, les points de vie et les blessures, ce qui est plus intuitif qu'un simple pool de vie. Ça permet aussi aux joueurs de noter quelque part sur leur fiche les blessures qu'ils ont, en fonction des circonstances dans lesquelles ils ont eu ces blessures, savoir comment aller les soigner quand ils retournent en ville, s'en souvenir. Utiliser les emplacements d'équipement pour absorber des dégâts rend, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, rend les PJ plus solides finalement que dans d'autres jeux de la mouvance OSR où on a très peu de points de vie et une fois qu'on arrive à 0 points de vie, on fait des jets de sauvegarde contre la mort ou on meurt directement pour certains jeux. Effectivement, ça les rend un petit peu plus solides. Par contre, ils s'aventurent pas sur le truc de pourquoi si je me fais une brûlure, je suis obligé de poser 3 feuilles de parchemin qui me prenaient un slot, vous voyez. C'est ça qui est un peu... qui est gamey pour le coup. Et c'est sympa parce qu'il met aussi ses inspirations. Alors il le fait pas à chaque fois, mais ça c'est cool. En tout cas, vous savez que moi je trouve ça toujours intéressant quand les gens ils essaient d'expliquer un peu l'idée de design derrière, parce que en fait une fois qu'ils vous l'expliquent, vous tirez plus de choses du livre, comprenez mieux les idées qu'il essaie de transmettre, ça vous permet de les exporter plus facilement et aussi de savoir si ça vous plaît ou pas en fait. Si on vous explique pourquoi il y a cette mécanique, alors vous pouvez apprécier le côté ok. Je joue les règles sans les questionner et je devrais bien comprendre au bout d'un moment, mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Et puis voilà la fiche de personnage. Un truc que je trouve sympa de la fiche de personnage, bon, qui est pas innovant, hein, mais qui est toujours bienvenu, c'est que sous les caractéristiques, on a un petit peu des exemples de à quoi va servir la caractéristique directement sur la feuille. Ça, c'est assez cool. Et sinon, voilà, la feuille, elle est toute bête. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de classe.
c'est l'équipement qui va prendre quasiment toute la place. Donc ça fait un petit peu penser à une fiche d'un jeu comme Kern, par exemple, ou même Into the Odd, en fait, en réalité. Donc voilà, petit tour du bouquin. Alors là, vous avez un petit donjon, ça c'est rigolo. Je crois que je vous l'avais déjà montré le bouquin, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure que je vous le montre. Mais j'étais passé beaucoup plus vite. Oui, c'était dans la vidéo où je vous disais que les livres dont je me sers pour le world building, j'en avais déjà parlé. Et voilà, là on a poussé un tout petit peu plus loin en regardant rapidement la mécanique. Elles sont sympas ces cartes quand même. Je me demande si c'est pas... Bah oui, c'est ça. Kyle, ça doit être le mec de la chaîne YouTube MapCrow, je pense. En tout cas, ça ressemble vachement à son style. Je vais vérifier. Mais oui, c'est bien lui. Kyle Latino. Ça aussi, c'est une chaîne YouTube sympa, MapCrow. Crow comme un corbeau. Vous irez voir. Si vous connaissiez pas, vous allez voir, c'est sympathique. Et donc voilà, on a fait le tour du truc. Donc comme vous l'avez vu, bah, moi je trouve que peu importe le jeu auquel vous jouez, ça peut être un outil utile. Alors je vous dis pas que c'est... Il y a aucun bouquin dont je vous parle qui est un incontournable selon moi. Chacun joue à plein de jeux différents, etc. Donc si vous avez déjà plein d'oracles, de trucs, de machins et tout, vous n'avez pas besoin réellement d'avoir ce truc en plus. Si vous avez aucun jeu old school, ça peut être intéressant. Si vous avez pas d'oracle et que vous avez envie d'avoir un jeu et des oracles en même temps, ça peut être intéressant. Si vous avez envie d'avoir un bouquin qui est vraiment tout petit, qui est très facile à transporter, qui est plutôt joli, qui est vraiment fonctionnel et où justement bah, vous avez votre système, vos oracles et tout, ça peut devenir intéressant. J'aime bien le côté classless, le côté c'est l'équipement, c'est important et tout. Par contre, voilà, il y a beaucoup de... Quand vous choisissez un jeu, il y a beaucoup de feeling. Il y a des trucs qui sont difficiles à expliquer, des trucs très précis. Il y a certains jeux qui vous font un effet particulier. En général, c'est à ceux-là que je joue, moi. De temps en temps, je m'essaye à un jeu qui m'excite pas de ouf pour tester. La plupart du temps, je sais pas, il y a un truc un peu surnaturel. Ça peut être les circonstances, etc. Moi, Nave, il a pas eu cet effet-là sur moi. Il a pas eu le même effet que Shadow Dark, que Inevitable en ce moment, tout ça. Néanmoins, je pense que c'est un très bon jeu. Je pense que dans les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, bah, il y a sûrement des gens qui ont déjà commencé à jouer avec, parce que en fait, les PDF sont accessibles depuis un long moment. Donc si, voilà, vous, il y a des trucs que vous adorez particulièrement dans Nave, n'hésitez pas à les partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Ancré Pixel. On pourra regarder autre chose. Peut-être que je vous parlerai de ça. Peut-être. Hein. Je ne veux pas faire un effet d'annonce genre en mode c'est sûr. Mais comme j'avais commandé Nave, bah, je me suis... En même temps, pendant Kickstarter, pris ces deux petites aventures là de Ben Milton, donc du même auteur. Et bon, si je veux tester Nave, éventuellement, peut-être que je testerai avec ces petits modules à un moment où, je sais pas, il y a une de mes parties de la semaine qui saute et je me dis, ah bah, ce serait le moment de tester un petit donjon, un petit truc que le gars a créé. Et du coup, peut-être que je vous parlerai de ça. Ça, c'est cool, c'est des one-page. Ah! Il y a tout qui tombe. Celui-là, il contient que des one-page dungeons. Ça peut être rigolo en une soirée. Celui-là, il est un petit peu plus copieux, mais je crois qu'il est vraiment cool. En fait, je crois que celui-là, l'idée, c'est qu'il y a un géant en fait qui tourne autour du donjon et donc il faut faire gaffe aux fenêtres et tout, parce qu'on est à l'intérieur de sa maison, quoi. Et lui, il nous attaque un peu de tous les côtés. Je trouve que l'idée a l'air très rigolote. Donc peut-être que je jouerai à ça. Enfin bon, pourquoi j'éteins pas la caméra là? C'est bon, la vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, tout ces trucs ancrés pixels pour vous présenter des choses, la Shadow Marche et tout ce qui se fait en fait finalement, eh bien, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir du soutien. C'est vraiment un truc maintenant que je prends en compte en fait dans le temps que j'accorde à la chaîne. Parce que mine de rien, vous êtes déjà assez nombreux à soutenir. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc je remercie encore ceux qui le font. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!